Il y a 2 jours, je vous ai posté un épisode sur le consentement, sur la difficulté de pouvoir faire valoir ses droits finalement dans un milieu médical qui prend le dessus sur les gens. Puis ces derniers jours, je suis en formation avec l'Académie du podcast et du coup, c'est les seuls moments en fait où je suis dans un milieu professionnel où en fait les gens ne savent pas vraiment ce que je fais, où je suis finalement une des seules, je suis déjà la seule sage-femme, mais une des seules soignantes au sens du care. Et j'échange évidemment avec les gens, parce que je pense que ma pratique questionne quand même. Les participantes notamment, évidemment, me racontent parfois leurs accouchements. Et finalement, ça résonne très fort parce que quasi toutes, en fait toutes celles qui m'ont parlé, ont vécu des violences gynécologiques et obstétricales sans en avoir vraiment notion. Beaucoup me disent en fait c'était nécessaire. On parle quand même d'une sage-femme qui s'est assise sur le ventre d'une femme, de côtes qui ont été démises, enfin voilà des choses qui sont extrêmement violentes. Puis je me demande quand même, il y a quand même 80% des naissances qui pourraient se dérouler sans intervention médicale. Et pourtant, en fait, les statistiques qui sortent chaque année, etc., montrent que le taux d'intervention dépasse bien souvent les 70%. Alors par intervention, je veux dire le fait qu'on a dû rajouter de l'ocytocine, le fait qu'on a fait peut-être une épisiotomie, qu'on a eu besoin de poser une ventouse ou des forceps. Donc, qu'est-ce qui cloche ? Comment ça se fait que normalement, en fait, il n'y aurait que 20-25% des patientes qui auraient besoin d'une aide réellement pour accoucher et qu'au final, en fait, la plupart du temps, on intervient. On ne sait pas faire sans. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Je crois que le système médical ne se rend pas compte à quel point il crée plus de risques qu'il n'en évite. Et justement, pendant toutes ces journées, là où je suis, là, aujourd'hui je suis à l'extérieur dans le jardin pour enregistrer cet épisode, avant nos journées de formation. Et on me demande en fait c'est quoi le bénéfice, comment est-ce qu'on est sûr qu'on reste dans la sécurité, etc. Je vous ai développé déjà pas mal d'épisodes sur la sécurité des naissances en dehors des hôpitaux, mais justement avec ce prisme-là de ce qu'on nous fait subir parce que guidé par la peur, parce que guidé parfois par l'horloge, plus que par l'humain et par ce qui se passe, et par la réelle physiologie qui peut prendre le temps qu'elle peut prendre si on est toujours dans le bon pour la maman et pour le bébé. Et en fait, c'est quoi la différence entre ce système médical qui rassure beaucoup de gens, parce que l'idée de si jamais il se passe quelque chose, on pourra faire quelque chose, sans prendre en compte en fait finalement qu'il risque de se passer quelque chose parce qu'on va provoquer quelque chose. Alors on me demande souvent, c'est quoi, comment est-ce que tu fais la différence ? Comment ça se fait que vous n'avez pas besoin d'intervenir autant ? Bon, d'abord parce que on est les expertes de la physiologie. Notre expertise, c'est la physiologie, donc c'est comment est-ce que ça se passe naturellement, sans qu'on intervienne. Donc nous, on est observatrices de ce processus merveilleux, naturel, puissant qu'est la naissance, et on arrive à en faire la distinction entre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, quand est-ce que je dois intervenir, sur quoi est-ce que je dois intervenir, est-ce que je vais avoir besoin de la médecine pour donner un coup de pouce ou pas. Et je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une de nos patientes qui, pour son premier bébé, avait le souhait de faire un accouchement a priori sans péridurale, parce que sa mère avait accouché sans péridurale et que du coup elle s'était dit évidemment que c'est faisable, je veux dire ma mère a accouché 3 fois sans péridurale, moi je vais faire pareil quoi, mais sans vraiment se préparer. Elle n'avait pas de sage-femme, elle n'avait pas fait de prépa, autre qu'elle avait été en piscine, etc. Et quand ils sont allés vers la naissance, en fait, elle a très vite été surprise par l'intensité
des contractions, par l'intensité du travail. Lui s'est très vite trouvé perdu, démuni à la voir être autant mal. Et puis elle dit qu'elle s'est sentie seule parce que en fait l'équipe soignante, les sages-femmes venaient pour les petits checks, quoi, hein, donc vérifier son col, etc. C'était un jour où il y avait quand même beaucoup de femmes, donc la sage-femme ne pouvait pas passer son temps avec elle, donc elle venait, elle l'examinait, elle repartait, et en fait à chaque fois qu'elle revenait, c'était pour lui dire que ça n'avait pas vraiment bougé, enfin, que c'était vraiment tout doux, un petit peu, un demi-centimètre, etc. Enfin, voilà. Donc c'était très vite démoralisant, et puis très vite elle s'est découragée, et elle a dit non mais moi je tiendrai pas, enfin voilà, donc elle a fini par demander la péridurale. Et c'est ok en fait de demander la péridurale, puis je pense que dans un système médical qui ne soutient pas, c'est difficile vraiment de tenir, puis c'est difficile de tenir quand, on va pas se mentir, la péridurale elle est juste de l'autre côté de la porte, donc c'est plus facile aussi de la demander. Dans un sens, c'est bien, parce que si on en a vraiment besoin, tant mieux. Mais j'entends aussi beaucoup de femmes qui me disent parfois j'en pouvais plus, j'ai pris la péri, mon bébé est né 1 heure après. Bon, elle était certainement en fait dans sa désespérance, mais qui n'a pas été accompagnée. Bref, cette patiente, du coup, avec sa péridurale, elle a eu les contractions qui ont en plus un peu ralenti, on a relancé le travail avec l'ocytocine, et comme elle avait la péridurale, on a bien augmenté l'ocytocine au fur et à mesure pour que ça avance, parce que quand même, le début de son travail avait été vraiment tranquille, sûrement ressenti comme trop lent par l'équipe qui accompagnait cette naissance. Donc voilà, alors elle arrive quasi jusqu'à dilatation complète, quand vraiment le bébé commence à fatiguer, donc on va aller finir d'ouvrir le col avec les doigts, et on va lui demander de pousser alors que le bébé est encore très 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 haut. Elle m'a dit, j'ai l'impression que ça criait dans la pièce pour me dire de pousser encore plus fort, etc. Allez madame, votre bébé il fatigue, là il faut le sortir, il faut le sortir. Donc dans l'urgence, il y a eu épisiotomie, il y a eu ventouse, etc. etc. Une naissance vraiment où il y a eu beaucoup d'interventions. Et où sur le moment elle m'avait dit, j'étais contente parce qu'en fait, au moins j'ai pas eu de césarienne. Voilà. En fait elle était vraiment sortie en disant, ouf... Ouais, j'ai pas eu besoin d'une césarienne, quoi. Donc moi c'est une patiente du coup que j'ai eue en post-natal, que j'avais pas du tout suivie en prénatal. Et au départ c'était ça son discours. Puis en fait au fur et à mesure du temps, des jours, je crois qu'il y a eu une prise de conscience en fait sur ce qui s'était passé. Et vraiment là on a senti aussi qu'il y avait une décompensation de ces violences qui avaient été posées. Alors à la base elle pensait que c'était parce que c'était nécessaire, mais en fait je lui ai quand même expliqué que cette manière de vouloir accélérer l'arrivée de son bébé, le fait d'avoir augmenté l'ocytocine de manière aussi importante, etc., n'avait pas aidé son bébé. Et donc elle a pris conscience en fait que peut-être si on avait encore laissé faire les choses, tout doucement, à son rythme, au rythme de son bébé, peut-être que oui, on aurait eu besoin de relancer un petit peu le travail avec un peu d'ocytocine, mais certainement pas au taux où ça avait été augmenté. Eh bien, ce bébé serait certainement né différemment. Mais elle était tellement traumatisée de cette naissance, on avait coupé dans son sexe, on avait extirpé son bébé, elle avait eu l'impression, elle m'a dit, mais on avait été chercher dans mes entrailles, mais elle me dit, j'avais l'impression que tout allait sortir, mes boyaux, mais voilà, c'était tellement fort, tellement puissant, puis cette manière qu'avaient les gens de parler fort, de la pousser à se donner à fond, mais de manière vraiment très directive, très violente. Elle m'a dit, en fait, moi, je pensais qu'on en aurait un deuxième, mais en fait, on n'en aura pas d'autre, quoi. C'est fini, moi, je refais plus jamais ça. Je ne revivrai plus jamais ça. Et avec son compagnon, ils étaient tous les deux au clair, parce que lui, en fait, de l'avoir vu dans cet état, d'avoir vu à quel point on l'avait malmené, et je pense que l'épisiotomie, la ventouse avait mis vraiment... avait scellé ce côté non mais c'est bon, en fait on recommencera pas, enfin c'était quand même terrible. Et puis voilà, les années ont passé, quoi. Et je pense que ils avaient besoin finalement de rediscuter de cette possibilité de peut-être avoir un autre bébé. Et elle, en fait, elle s'est souvenue voilà, de qui j'étais, de ce que j'avais fait avec elle en postnatal, etc. Et donc en fait elle lui a dit en fait si on en a un autre,
Si on en a un autre, c'est à la maison de naissance, quoi. Moi, je ne retourne pas à l'hôpital. Donc on s'est vu en préconceptionnel, on a rediscuté de ce qui s'était passé, on a redétricoté la naissance de leur premier bébé, et ils sont venus pour le suivi ensuite, une fois qu'elle était enceinte, à la maison de naissance. Qu'est-ce qui change ? C'est le lien qu'on crée avec les gens, le suivi qui est global, ça sera les mêmes personnes pendant le suivi de grossesse, à l'accouchement, au postpartum, si vous n'habitez pas trop loin, ce qui était son cas, puisque je l'avais suivi en postpartum la première fois. J'avais mis les mots avec elle, en fait, de violence obstétricale. Donc quand on a détricoté, on a rediscuté exactement de ce qui s'était passé, de qu'est-ce qui avait fait que ça avait basculé. On parle de la cascade d'intervention, à quel point on peut arriver des fois à des catastrophes, et à des mamans et des bébés qui se font broyer par le système parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne fonctionne pas comme dans les livres, dans les partogrammes. Mais les femmes ne sont pas des machines. Donc pendant ce suivi, on a reparlé des naissances, de cette naissance, et puis surtout on a remis du sens dans comment est censée se passer une naissance. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement ? Qu'est-ce qu'elle va ressentir dans son corps et qu'est-ce que ça indique ? À lui, on lui a donné des pistes de compréhension, d'aide, de comment est-ce qu'il allait pouvoir observer, comment son état de conscience allait se modifier, qu'est-ce qu'il pouvait physiquement peut-être faire pour elle, comment est-ce qu'il pouvait être pleinement présent pour l'accompagner justement dans l'intensité, dans les moments où peut-être elle va perdre pied. Et quand le travail a commencé, au départ elle m'a appelée, elle était en panique parce qu'elle a ressenti des sensations qui l'ont ramenée vers la naissance de son premier, évidemment. Donc on a remis du sens. Je l'ai remis dans les sensations de cette naissance-là, de ce qui était en train de se passer pour ce bébé-ci. Et lui a vraiment trouvé sa place. Il l'a guidée dans l'intensité, dans les moments où elle a vraiment eu du mal à cause de la puissance, puis de cette fin de dilatation, de ce moment où elle a paniqué totalement. Il lui a fait franchement de l'hypnose naturellement. On n'avait jamais abordé ça ensemble, mais il lui a fait visualiser une place dans un village où ils avaient l'habitude d'aller. Franchement, je l'écoutais et j'avais l'impression que j'y étais moi aussi, alors que je ne connaissais même pas le lieu. Donc il a été hyper bienveillant envers elle, il l'a portée mentalement en fait finalement, et c'est ensemble qu'ils ont accueilli leur bébé. C'est lui qui l'a attrapé dans la piscine, puis après elle l'a tout de suite pris. Donc ils l'ont fait eux. Eux, ils ont été acteurs de la naissance de leur bébé. Personne ne leur a volé cet instant, personne ne leur a pris ce moment. Et ils ont pu vraiment se réapproprier la naissance de ce deuxième bébé. Parce que cette fois-ci, elle n'a pas juste donné naissance. Elle s'est enfantée elle-même. Lui a été acteur avec elle. Le lien entre eux, il est comme aussi reboosté. La confiance dans le lien qui les unit était comme redorée. Enfin, ça donne du baume aussi au couple de se rendre compte qu'ils peuvent traverser cette intensité ensemble, mais surtout de le faire ensemble. Personne ne le subit seul dans son coin. C'est ensemble et ils font équipe. Alors, franchement, peut-être que vous êtes enceinte. Peut-être que vous avez vécu un accouchement traumatisant la première fois. Et peut-être que c'est même votre premier enfant, mais que vous ne voulez pas vous faire broyer par le système. Que vous voulez autre chose. Maintenant, vous savez aussi que c'est possible. Alors, je vous raconte cette histoire qui se finit dans la piscine, à la maison de naissance, etc. Ça pourrait très bien avoir nécessité un transfert pour une raison ou pour une autre. C'est pas pour autant que ça aurait été vécu de la même manière, parce que justement, le chemin, il aurait été fait consciemment, avec le fait d'être prêt, d'être porté ensemble vers une décision qui aurait pu être nécessaire. Mais vraiment, c'est de se dire que ça change quand même beaucoup de choses d'être en confiance, de connaître les gens qui seront là ce jour-là. Pas oublier en fait que l'accouchement, c'est un moment très intime où en fait on pourrait faire le lien avec la manière dont vous avez fait votre bébé. Alors évidemment, si vous l'avez fait par procréation médicalement assistée, il y avait des soignants autour de vous. Mais souvent, vous avez envie de vous réapproprier la fin, parce que justement, si le début n'a pas été super facile, c'est quand même mieux de pouvoir le vivre soi-même et de se réapproprier aussi cette part-là. Mais si jamais
Vous l'avez fait tranquillement, entre vous, quel que soit le lieu. Vous avez fait ça dans l'intimité. Vous vous êtes senti en sécurité pour pouvoir faire l'amour, pour pouvoir vous laisser aller, pour pouvoir accueillir votre homme et pour pouvoir justement accueillir cette vie à l'intérieur de vous. Eh bien, pour pouvoir accueillir un bébé, pour pouvoir le faire naître, il faut avoir cette sensation de sécurité, autant physique, émotionnelle, que de se sentir libre d'être nu, de pouvoir faire du bruit, de se sentir en confiance, comme on l'est quand on fait l'amour avec son partenaire. Si on se sent observé, testé, etc., ça ne va pas aider. Donc c'est une part qu'on oublie aussi, de à quel point c'est un acte intime, c'est quelque chose, vous n'avez pas envie qu'il y ait des étrangers finalement qui soient là. Alors même si on a l'habitude dans notre société que ce soit finalement effectivement des étrangers, des étrangères qui soient présents ce jour-là, et puis qu'on se laisse aller entre les mains des soignants, questionnez-vous. Est-ce que vous n'aimeriez pas justement vivre une expérience plus personnelle, plus intime, quelque chose où vous devenez vraiment acteur, actrice de la naissance de votre bébé, vous n'êtes plus spectateur, vous n'êtes plus juste quelqu'un qui se laisse qui se laisse accoucher, mais vous allez devenir quelqu'un qui va enfanter son bébé, vous allez devenir acteur, actrice de ce moment tellement puissant, intime, tellement sacré qu'est la naissance. Alors, je dirais que si jamais vous êtes interpellé par ce que je viens de vous dire, que vous êtes enceinte, que vous questionnez, pour l'instant vous n'avez pas encore vraiment pris de décision, honnêtement, ce dont je suis en train de vous parler, vous pouvez le vivre quel que soit le lieu où vous voulez accoucher. Il y a des sages-femmes qui accompagnent à l'hôpital, qui feront toute votre préparation à la naissance, qui vous accompagneront à l'hôpital et qui seront là pour vous en postpartum. Ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez vivre que en maison de naissance ou à domicile. Il y a moyen de trouver des personnes qui vous accompagneront aussi à l'hôpital. Donc ne repoussez pas la décision. L'urgence est plutôt dans le temps. Parce que les sages-femmes, on n'est pas si nombreuses que ça à le faire, et les plannings se remplissent. Et je dirais que du coup, prenez contact avec une sage-femme. Que ce soit pour un plateau technique, que ce soit pour une maison de naissance, pour un accouchement à domicile, etc. Contactez une sage-femme, posez les questions, formez-vous, ayez les informations qui vont vous aider à vivre sereinement, mais surtout à prendre des décisions. Et si jamais vous allez en milieu médical, vous avez réécouté mon épisode de lundi, vous savez que vous risquez quand même d'avoir des moments où on va vouloir interférer avec le processus. Plus vous serez informé, plus vous aurez les moyens de vous faire respecter et de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous permettre effectivement de pouvoir vivre sereinement la naissance de votre bébé. Alors c'est pas les femmes en plein travail qui doivent faire ce job-là, souvent c'est l'accompagnant, l'accompagnante. Mais ça peut aussi être la sage-femme qui vous accompagne. Voilà, c'était un épisode plus par rapport à tout ce que j'ai pu observer, ce que j'ai entendu ces derniers jours, vis-à-vis des naissances, des gens qui sont présents avec moi et autour de moi depuis ces 2 jours, et faire le lien justement avec les questionnements qui viennent. Et je vous donne rendez-vous évidemment lundi pour l'épisode de Sage-Femme Authentique, et d'ici là, portez-vous bien.